Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Florence Hinkel. Après avoir été professeuse des écoles, Florence est devenue romancière à temps plein. Florence écrit depuis l'âge de 11 ans. Elle a toujours eu le besoin d'écrire en elle. Après un bac scientifique, Florence fait des études d'informatique. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce domaine et lors de ses premiers jobs, elle est victime de sexisme. Très intéressée par le monde de l'enfance, Florence décide alors de devenir professeuse des écoles. Venant d'un milieu défavorisé, elle souhaite exercer un métier socialement reconnu et surtout qui lui offrira une stabilité financière. Elle aime par-dessus tout la liberté offerte aux enseignants d'être le maître dans leur classe et de proposer des activités adaptées aux enfants. Elle devient professeuse des écoles à Marseille dans un quartier défavorisé. Elle décide alors de parler de son quotidien et d'écrire des livres jeunesse à destination des enfants de classes sociales défavorisées. Ces livres ont alors un tel engouement que Florence décide de réaliser son rêve et de devenir romancière à temps plein. Florence est aujourd'hui romancière jeunesse depuis 10 ans et elle sort prochainement son premier livre pour adultes. Elle a publié une quarantaine de romans à ce jour et a reçu 29 prix littéraires. Alors avec Florence, on a évoqué la difficulté d'enseigner dans des milieux défavorisés, le combat féministe qu'elle mène contre le sexisme dans les milieux professionnels, de la nécessité du lâcher-prise sur son besoin de stabilité financière pour se reconvertir, comment vivre du métier de romancier et de sa passion pour l'écriture. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Florence. Bonjour Florence, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire, merci de m'accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors actuellement, je suis romancière, principalement pour la jeunesse pour le moment, et c'est en train de changer, peut-être une nouvelle forme de reconversion. Ah, donc on a une exclusivité en plus. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, tes études et de ton premier métier ? Peut-être pour commencer, je pars des origines, c'est-à-dire que moi je viens d'un milieu pas très favorisé, et je pense que ça a son importance. Et du coup, même si depuis l'enfance, je suis attirée par les livres, par l'écriture, moi j'écris depuis que je suis petite, en fait, je lis beaucoup, etc. L'idée de ne pas manquer d'argent, de ne pas galérer dans la vie était importante pour moi. Voilà, c'est important de le dire. Parce que j'ai toujours entendu mes parents parler de problèmes d'argent, etc. Et ça me faisait peur, du coup. Manquer d'argent me faisait peur. Ça explique pourquoi je ne me suis pas orientée tout de suite vers ce métier d'écrivaine. Parce que j'entendais partout, on entend partout que c'est très difficile, qu'il y a peu de gens qui en vivent, etc. J'avais la chance d'être bonne élève. Ça aussi, ça compte. Voilà. J'étais assez à l'aise un petit peu dans toutes les matières, aussi dans les matières scientifiques. C'est pourquoi j'ai suivi une formation scientifique. Ça paraît surprenant, mais parce qu'on m'avait dit que c'était là qu'il y avait le plus de débouchés. Donc, comme j'en étais capable, les profs, surtout, m'ont plutôt poussé vers là. Voilà. Et je me suis dit, bon, ça sera plus confortable pour moi, dans ma vie, etc. Et donc, j'ai fait un bac scientifique. Donc, à l'époque, on appelait ça le bac C. L'ex-bac S qui n'existe même plus aujourd'hui. Et j'ai fait des études d'informatique. Donc, j'ai fait un IUT d'informatique, d'analyste programmeuse. Voilà. Et une licence d'analyste programmeuse. Donc, j'ai fait des stages dans ce cadre-là et j'ai tout de suite vu que c'était pas pour moi, en fait. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, je me disais, oh là là, rester devant un ordinateur toute la journée, quelle horreur, je veux pas. Or, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Mais bon, évidemment, c'est pas pour aligner des 0 et des 1. C'est quand même plus intéressant. Et c'était à l'époque, il y avait pas beaucoup de femmes, j'imagine, qui faisaient de l'informatique. Oui. Alors, ça aussi, ça compte. Ça compte vraiment beaucoup même. Voilà. Parce que avec le recul, je me rends compte que j'ai subi un machisme qui m'a poussée vers la sortie. Il faut dire que, en fait, après le bac, moi, comme j'étais bonne élève, j'ai été acceptée dans les classes prépa. Donc moi, j'ai fait 3 jours au lycée Thiers à Marseille. Ça compte. Voilà. Alors ça, c'est une expérience que j'ai racontée dans un de mes livres. En fait, j'ai écrit parce que j'avais énormément de choses à dire. C'est pour ça que je parle de mes origines sociales, parce que c'est important. Et dans une trilogie qui s'appelle Le Grand Saut, il y a un personnage qui porte vraiment cette problématique-là. Et dans le 3e tome, je raconte ces 3 jours. Voilà, c'est via ce personnage-là. Donc ceux qui sont curieux pourront lire. Il y a eu un bizutage extrêmement sexiste. Voilà. Et ça, je crois que j'ai pas fini d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui pousse les femmes vers la sortie
quand elles sont dans des formations dites prestigieuses, où il y a beaucoup d'argent à la clé, peut-être à la fin, ou en tout cas une sécurité d'emploi, etc., etc. Dès qu'il y a argent et pouvoir, c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai fui, tout simplement, parce que je me suis dit que je voulais pas vivre ça. Voilà. Alors, est-ce que j'ai été lâche? Est-ce que j'ai été courageuse? C'est intéressant de réfléchir à ça. Moi, je trouve que c'est plutôt courageux parce que je sais que j'ai fait aussi une classe prépa. Ah oui. Et moi, je me suis arrêtée au bout d'1 an sur les deux. Je pense qu'il y avait le côté il faut finir absolument, voilà. Mais finalement, avec le recul, je me dis que quand c'est pas bon pour soi, on le sait très vite et que justement, c'est très courageux d'arrêter, de se dire, de pas se sentir forcé de faire comme il faut en fait. Oui, c'est ça. En fait, je crois que j'ai un instinct de survie très, très développé. Ah oui. La fuite. Et ça s'est vérifié à plusieurs reprises, en fait. Donc, je vais expliquer tout ça. J'étais aussi prise en lettres sup. C'est important de le dire. J'étais prise en hypocagne. J'ai fait 2 jours d'hypocagne. Là, pour d'autres raisons, là, il n'y avait pas un bizutage discriminant. C'était discriminant dans un autre sens. Là, c'était plutôt mes origines sociales qui m'ont été renvoyées en face. Parce que j'étais en cours avec des gens qui disaient « Ah, mais comment est-ce qu'on peut regarder la télévision aussi longtemps ?» Et donc, il y avait un décalage comme ça. C'est un exemple parmi d'autres, évidemment. Je me sentais pas à ma place, quoi. Donc là aussi, je suis partie. Et j'ai échoué dans un IUT d'informatique où là, je me suis sentie très bien. Voilà, là, il n'y avait pas de rejet, même si j'étais avec énormément de garçons. On était 3 dans ma classe à l'IUT, 3 filles, mais très bienveillants. Voilà, j'ai pas ressenti de rejet, au contraire, une belle acceptation, une belle entraide, etc. Ça, c'était très, très bien. Donc, très bon esprit à l'IUT, je tiens à le dire. C'est après, c'est dans le milieu du travail, dans mes stages, etc., que là, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui collait pas, quoi, qui allait pas du tout. C'était flou. Mais là aussi, je me suis dit, oula, taillot. Donc, pendant ma licence, j'ai suivi ce qu'on appelait un module préparatoire à l'UFM. Donc, c'était à l'époque des UFM. Parce que, bon, j'avais passé le BAFA. L'enfance, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi par rapport à ma propre enfance. J'aurais beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on pourrait parler 4 heures, en fait. Je vais essayer d'en dire moins. Mais nous, on est là pour ça. Hein. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant parce qu'en plus, donc comme je disais, j'avais pas envie de rester enfermée dans un bureau, avoir personne ou très peu de gens pendant toute une journée. Et j'avais raison, en fait, parce que le métier de professeuse, donc moi je dis professeuse parce que je suis devenue féministe aussi pendant ces années où j'ai enseigné. Ça aussi, c'est toute une histoire. Bon. Et dans ce métier-là, ce qui est génial, ce que j'ai adoré, c'est ça. C'est qu'on rencontre plein de gens, c'est hyper vivant. Alors, on est toujours dans un sentiment d'urgence qui peut être hyper fatigant parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, un parent à aller voir, un enfant à consoler, etc., etc. Mais qui m'a beaucoup plu pendant toutes mes années d'enseignement, en fait. Voilà, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Ce qui est génial dans ce métier-là, c'est que on est libre. Donc, certes, il y a une hiérarchie, c'est très hiérarchisé. On a des consignes très fortes et j'ai l'impression que ça s'accentue, ça. Beaucoup de contraintes, d'évaluation, de choses comme ça. Mais néanmoins, on est tout seul dans sa classe et on est, c'est pas pour rien qu'on nous appelle des maîtres ou des maîtresses. On est maîtresse dans sa classe. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, on peut faire les projets qu'on veut, on peut, voilà. C'était à l'époque. Pour revenir, comment tu as eu le déclic de te dire finalement l'informatique c'est pas pour moi, je vais devenir professeuse des écoles? Moi, très souvent, je fais les choses, comme je le disais tout à l'heure, par instinct je vis beaucoup, sans trop y penser en fait. J'analyse après, souvent, des années plus tard. Moi, je fonctionne comme ça. Du coup, je sais pas si je peux à chaque fois parler de déclic. Je fonctionne pas vraiment comme ça. C'est vraiment, c'est tout mon être qui me dit non, tu dois pas aller là, mais tu dois aller là. Voilà. Une succession d'événements en fait. En fait, c'est ça, c'est un système. En fait, on est dans un système et surtout nous, les femmes, on est prises dans un système qu'on a du mal à interroger, surtout à l'époque où moi j'étais jeune adulte. C'était super difficile d'analyser toutes les petites choses sexistes qu'on pouvait vivre. Et dans le milieu de l'informatique, je pense qu'il y avait beaucoup de sexisme que j'ai eu du mal à analyser sur le moment. Et puis voilà, moi j'avais aussi un désir de créer, un grand besoin de créer. Et quand on est analyste programmeuse, on doit juste répondre à la commande du supérieur qui veut un logiciel de bureautique avec un cahier des charges très précis. Ça ne m'allait pas en fait, voilà. Parce qu'en parallèle, mes compétences en informatique, et je continue aujourd'hui, je les utilise énormément, mais dans le domaine de la création. J'adore créer des sites internet, par exemple.
m'éclate à faire ça, ce qui est fou quand même de s'éclater à faire ça. Mais voilà. Mais parce que là, on joue avec le graphisme, avec voilà. Peut-être j'aurais pu, je me suis trompée de voie en fait. J'aurais pu devenir graphiste, par exemple. Voilà. Mais un analyste de programme simple, avoir un patron en fait et répondre à des contraintes fortes, ça c'était pas clair dans ma tête, mais c'était pas pour moi. C'est vrai que c'est intéressant de présenter le métier de professeuse des écoles de cette manière, parce que finalement c'est peut-être un des seuls métiers où on est salarié avec cette grande liberté. Il y a peu de métiers, je pense, où on est salarié avec une telle sécurité et avec cette liberté. Oui, et c'est une liberté à défendre en fait, parce qu'on est en train de se réduire. Voilà, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc j'ai enseigné pendant 13 ans en fait. Et j'ai vu cette évolution négative se créer en fait. Et voilà, comme je disais, on a de moins en moins de liberté. On essaye de plus en plus de nous contraindre dans des cases, etc. etc. C'est grave parce que c'est un métier qui doit rester libre, parce qu'on a en face de nous des petits êtres humains qui sont tous différents, auxquels on doit s'adapter. En fait, la question, elle est là, c'est une question d'adaptabilité. Si on nous réduit cette liberté pédagogique, je comprends qu'il faut des contrôles, il faut qu'on soit inspecté, etc., parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais on peut faire les choses bien à sa façon, et j'ose espérer que c'est encore possible aujourd'hui. Et alors, toi, tu as enseigné pour quel niveau? Alors moi, j'ai tout essayé, parce que moi, j'aime bien changer. Donc, j'ai fait de la maternelle au CM2. J'ai adoré le CE2, j'ai beaucoup aimé le CE2 parce que ils sont ni trop petits ni trop grands, ils ont encore toute cette spontanéité. Le programme n'était pas trop contraignant non plus, parce qu'il s'agissait juste de revoir les acquis du cycle 2, comme on dit. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça change toujours tellement. C'est ça. Et voilà, et on commençait juste les acquis du cycle 3, donc c'était hyper tranquille. Et pour la même raison, j'ai beaucoup aimé la moyenne section et la grande section. Ouais, la grande section, c'est génial, la grande section, parce que là, alors là, en maternelle, on a une liberté immense, immense. Ça, c'est vraiment chouette, parce que voilà, on peut faire de l'art plastique à foison, voilà. Tout peut être prétexte à de la pédagogie, donc ça, c'est extra. Et puis en grande section, ils commencent un petit peu à apprendre à lire. Voilà, c'est un processus vraiment beau à voir. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai cru, du coup, que j'aimerais le CP pour cette raison-là. J'ai détesté. Parce que là, on a une pression incroyable. À la fois des parents, de l'institut, etc. Il faut qu'ils sachent lire à Noël, etc. Horrible. Horrible. Et surtout, c'est le moment où on doit apprendre aux petits à rester assis sur une chaise. Pendant 10 heures. J'ai détesté les obliger à ça. J'ai essayé d'ailleurs de pas le faire, je dois le dire. Voilà. Ce que j'aime en maternelle, c'est qu'ils peuvent se balancer d'un atelier à l'autre. Voilà. Tu n'aimes pas trop les contraintes. Mais je crois que c'est ça. Mais attention, je suis quand même très cartésienne. Faut expliquer ça parce que donc moi j'ai enseigné la pédagogie freinée pour cette raison-là, parce que la pédagogie freinée c'est de la contrainte sans contrainte. C'est important ça, parce que c'est pas non plus on fait n'importe quoi. Et ça demande énormément de travail, d'ailleurs beaucoup plus de travail que la pédagogie traditionnelle, parce qu'il faut en revanche du côté enseignant que tout soit hyper carré. Pour pouvoir laisser l'enfant le plus libre possible, il faut que l'enseignant dans sa tête soit hyper carré et qu'il sache ce qu'il fait. Ça peut le préciser quand même. Ouais. Et alors comment ça s'est passé quand tu as eu ta première classe? J'imagine de se retrouver avec une vingtaine, trentaine d'élèves. Comment ça s'est passé? Alors, j'étais hyper excitée, hyper joyeuse. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça s'est très bien passé. Alors, mon premier poste, alors comme souvent, c'était un poste fractionné parce qu'on nous met là où il y a de la place. Hein. C'était à Marseille, évidemment dans les quartiers nord. Il y avait un 3/4 de temps là, un 3/4 de temps là. Bon, ouais, voilà, l'horreur en vrai. Avec le recul, l'horreur, mais j'étais hyper contente sur le moment. Parce que pour moi aussi, c'était une évolution sociale aussi. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Devenir professeuse des écoles dans certains milieux, c'est vraiment s'élever socialement. C'était beau. Et voilà. Et donc, pour moi, j'avais dans la tête la petite maison dans la prairie, Laura Ingalls, etc. C'était un rêve pour moi. Avec la petite mallette. Ouais. C'est Laura Ingalls, ça. Ouais. Et donc, j'ai été hyper heureuse, moi, hyper contente. Et ça s'est très bien passé. Franchement, le rapport avec les enfants était génial. Après, j'ai eu dans les années suivantes des classes très défavorisées. Là, j'ai découvert la vraie misère. Là, j'ai fait un peu,
ça m'a permis de relativiser avec ma propre enfance à moi. Hein. Ça, c'est chouette aussi de se dire, oh punaise, voilà, il y en a vraiment des enfants qui vivent dans des conditions incroyables, quoi. Là, c'était dur à ce niveau-là, en fait, de voir les enfants vivre dans des conditions déplorables. Et je me rappelle avoir une classe de CP comme ça. Alors moi, j'avais l'idée des petits enfants blonds, tout mignons, etc. Mon Dieu, mais les pauvres, hein, ils sont pas beaux, en fait. C'est la je me suis dit, les pauvres ne sont pas... Mais voilà, parce qu'ils étaient pas bien nourris. Ils avaient des marques, se gratter la peau, je sais pas, ils avaient plein de, comme ça, de stigmates, en quelque sorte, de la pauvreté, finalement. Ouais. Et ça m'a fait mal au cœur, en fait. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, là, je suis pas la Laura Ingalls, là. Là, c'est plus pareil. Et là, j'ai compris qu'il y avait une autre mission derrière ce métier-là. Et alors, comment tu as eu le déclic pour écrire? Est-ce que justement, c'est ce que tu as vécu en classe? Non, moi j'ai toujours écrit en fait. Le déclic pour écrire, je pourrais dire que je l'ai eu vers 10-11 ans finalement. Voilà, c'est quelque chose qui est profondément en moi. Je n'ai jamais cessé d'écrire depuis cet âge-là. Et donc, comme je l'ai dit, si j'ai pas choisi de faire des études de lettres et de venir ou de publier tout de suite, c'est par l'exigence de gagner de l'argent. C'est pas pour rien non plus que je me suis orientée vers l'enseignement. C'est que je savais qu'il y avait une protection de l'emploi, qu'il percevrait un salaire tous les mois. Et il y avait aussi cette idée, ça aussi c'est important, parce qu'encore une fois, l'époque où j'ai grandi, où j'étais jeune adulte, était hyper sexiste. Et j'en étais très, très imprégnée. Et je me disais, ah, génial, j'aurai les vacances et je terminerai à 16h30 pour m'occuper de mes enfants plus tard. Et ça ferait vraiment, ça a pesé dans la balance. Maintenant, je me dis, mais c'est fou que ça ait pesé dans la balance. C'est dingue de choisir un métier en fonction de ça, quand même. Je me dis, bon, voilà. Néanmoins, j'en ai bien profité. Et c'était super. Il faut le dire quand même aussi. Ça serait bien qu'en fait, tous les boulots soient comme ça. Qu'on puisse partir vers 17h. Et puis avoir suffisamment de temps pour s'occuper de sa famille quand même. Il n'y a que ce métier-là, en gros, pour lequel ce soit possible, ça me paraît dingue, quoi. Bref, donc j'en ai bien profité justement de ce temps disponible pour mes enfants quand ils étaient petits, etc. J'ai toujours continué à écrire pendant tout ce temps-là. Et j'ai commencé, en fait, c'est vrai que mon métier de professeur des écoles a pesé, parce que j'ai eu envie de parler de mes élèves, de ce qu'ils vivaient, de ces élèves défavorisés. Voilà. Et c'est ce qui m'a amené à me dire, tiens, ça serait bien que je publie un livre qui parle d'eux, parce que j'avais envie de parler d'eux, parce que je commençais à découvrir la littérature jeunesse. Parce qu'encore une fois, je suis d'une génération préhistorique, n'est-ce pas, où il y avait très peu de livres jeunesse. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, donc j'ai découvert ça en tant qu'enseignante pour mes élèves. J'ai découvert un monde fabuleux, vraiment fabuleux, coloré, fantaisiste, voilà, qu'il n'y avait pas en littérature générale en fait. Et surtout, mais néanmoins, un monde où on ne parlait que d'un certain monde, justement. À l'époque, alors ça a beaucoup changé, heureusement, depuis, tous les livres pour ados ou pré-ados que je lisais se passaient dans des milieux bourgeois. Et il y avait très peu de questionnements sur les autres classes, en fait, les autres classes sociales. Et je me suis dit, tiens, voilà, c'est dommage quand même que mes élèves ne puissent pas lire de livres qui parlent d'eux. Et ça a été... Alors, si on peut parler de déclic, il est là. Mon déclic, il a été de me dire, tiens, j'ai envie qu'il y ait enfin des livres qui parlent d'eux. Et ça c'est une préoccupation qui m'a jamais lâchée depuis. Je veille dans mes romans à ce qu'il y ait au moins toutes les classes sociales représentées. C'est pour ça que j'ai beaucoup de personnages souvent dans mes romans. J'aime bien la diversité. Et il faut parler de ces gamins défavorisés. Voilà, si on veut les amener à la lecture, il faut absolument. Et donc c'est pour ça que j'ai fait la démarche d'aller voir un éditeur. C'était ça, en fait, devenir écrivaine. Il y a plusieurs façons d'être écrivaine. On peut être écrivaine simplement en écrivant pour soi. Mais si on fait la démarche, voilà, là, on commence à en faire son métier un petit peu quand même. Et il se trouve que, voilà, il y avait dans le quartier où j'enseignais, donc c'est le quartier du Panier à Marseille, hein, pour être très précise. La vie est belle. Eh ben, c'est pas vraiment la vie est belle dans le quartier du Panier à Marseille. Il n'empêche que c'est un chouette quartier, donc j'y étais bien. Et il y avait une petite maison d'édition jeunesse, justement dans ce quartier qui venait de s'ouvrir, quoi, voilà. Et donc j'ai pu publier mon premier roman jeunesse
dans cette petite maison d'édition c'était un roman policier qui parlait des marchands de sommeil, parce que j'avais plein de gamins donc dont les familles étaient victimes des marchands de sommeil, qui vivaient donc on a beaucoup parlé d'ailleurs à Marseille de ces bâtiments vétustes qui s'écroulent, qui s'enflamment, etc. C'est la vraie réalité, je l'ai vu, voilà. Et donc j'ai parlé de ça, et voilà comment j'ai commencé à publier. Voilà. Et alors justement, je voulais te demander, dans quel sens on fait? Est-ce que tu as d'abord écrit tout ton roman et ensuite tu as été voir un éditeur? Ou est-ce que tu vas voir l'éditeur, tu lui proposes ton idée, tu vois ce qu'il en pense et ensuite tu écris un peu sur ses recommandations? Dans quel ordre ça se passe? Alors, ça dépend à quel moment on en est de sa carrière. Quand on débute, les éditeurs ne nous connaissent pas et nous, on les connaît pas. Enfin, moi, voilà. C'est pour ça que j'ai accepté beaucoup de ta proposition, parce que j'aime bien parler de mon parcours, parce qu'il est assez exemplaire dans le sens où j'ai commencé dans l'édition en ne connaissant personne. Ouais. C'était aussi, je voulais savoir si c'était important d'avoir un réseau. Alors, c'est hyper important dans ces milieux. Ouais. Dans les milieux culturels, moi, j'ai vu des gens démarrer, mais là où j'en suis arrivée en 10 ans, certaines personnes y arrivent en une seule année, parce qu'il faut les réseaux. Voilà. Donc, c'est très injuste. Ça, il faut être conscient de ça, il faut être lucide. Hein. Mais j'aime bien parler de mon expérience parce que ça montre que c'est possible aussi sans réseau. Parce que moi, c'était vraiment mon cas. Donc, du coup, comme je connaissais personne, moi, tout simplement, j'écrivais mes histoires dans mon coin. Et puis, je les envoyais à une adresse comité de lecture, tout simplement, ce que je trouvais sur Internet. Voilà. J'ai appris après que c'était beaucoup mieux si on avait un nom précis, voilà, un nom de personne, un nom d'un éditeur, qu'on serait lu plus vite, on aurait une réponse plus rapide, etc., etc. Néanmoins, en littérature jeunesse, alors j'espère là encore que c'est encore le cas, j'ai trouvé que c'était très sain parce que malgré tout, même en n'ayant pas de nom précis, en étant juste comité de lecture, je sais que j'ai été lue parce que j'ai eu des réponses circonstanciées à chaque fois. Voilà. Donc je sais pas qui m'a lu réellement, mais j'avais une réponse. Alors c'était pendant longtemps, ça a été des refus, hein, mais avec les points forts et les points faibles de mon histoire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un comité de lecture? Alors, un comité de lecture, alors si on parle d'une grande maison d'édition, telle que Gallimard, par exemple, ils ont des personnes qui sont chez eux, qui travaillent pas à la maison d'édition, et qui reçoivent la première vague des manuscrits. C'est-à-dire, il n'y a pas de filtre au début, et ils lisent tout. Voilà, donc je ne sais pas combien ils sont en revanche. Ça, c'est intéressant de demander à une maison d'édition. Ils font office de filtre. Ils vont faire passer à l'éditeur, pour qu'il n'ait pas trop de travail, en fait, que les manuscrits qui leur semblent bons. Donc moi, je sais que j'ai été lue par ces personnes, et bien lue, voilà, et elles font un travail super, ces personnes-là, parce que, donc, comme je disais, elles m'ont pointé ce qui n'allait pas, ce qui m'a permis de retravailler mes textes, en fait, jusqu'à ce que ça marche. Voilà. Mais toutes les maisons ne fonctionnent pas avec un comité de lecture. Je ne sais pas, en fait, quelle est la raison. Voilà, Gallimard, oui, faisait comme ça. Mais Magnard, par exemple, la première grande maison d'édition où j'ai été éditée, c'est tout de suite l'éditeur qui m'a répondu. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est passé par un comité de lecture. Ça, je ne le sais pas. En fait, c'est assez opaque pour un auteur, tout ça. Hein. Combien de temps ça met entre quand tu as envoyé à l'éditeur qui t'a publié et que tu as eu la réponse? Alors, à l'époque, c'était long, puisque comme ils ne connaissaient pas mon nom, je n'étais pas volontaire. Donc, je me rappelle même que, alors j'ai eu la chance d'avoir une réponse positive de Gallimard. Je crois que c'était 1 an et demi après que j'ai envoyé le. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Alors, c'est par courrier? Alors, c'est par téléphone. Par téléphone. Quand on reçoit une lettre, on sait que c'est non, en gros. C'est un peu comme les entretiens pour les jobs. C'est ça. Quand on t'appelle, là, c'est bon, quoi. Généralement, c'est bon. Donc, quand tu reçois le coup de fil, tu sautes au plafond. En gros. Incroyable. Voilà, surtout quand c'est Gallimard. Alors là, moi, je me rappelle, j'ai vraiment fait un bond, quoi. Voilà, c'était mon rêve, peut-être édité chez Gallimard. Voilà, on a comme ça des rêves en tête. On est hyper heureux. Ça, c'est sûr. Et comment ça se passe alors? Est-ce qu'il te faut un peu retravailler ton livre ou tu es assez libre? Là encore, ça dépend des maisons d'édition. Chez Gallimard Jeunesse, ils font très peu retravailler, mais y compris que c'est parce qu'ils n'acceptent que les textes vraiment bons, quoi. Il y a très peu de retravail. En revanche, dans toutes les autres maisons d'édition, il y a beaucoup de retravail.
Voilà. Que pour que ça colle aux exigences d'un faible niveau de lecture pour les enfants jeunes, par exemple. Bon, heureusement, on n'est pas obligé de tout accepter parce que parfois les éditeurs vont très très loin dans la simplification. Donc, on en parle tous entre nous, auteurs, autrices. On dit voilà, quand même, ils abusent, quoi. Voilà. Donc, il faut être sûr de soi. Là, quand même, voilà, l'enfant, même s'il comprend pas le mot, il peut passer ou il cherche un dictionnaire, etc. Et alors, comment ça se passe au niveau de la rémunération? Est-ce que tu touches un pourcentage des ventes ou est-ce qu'ils t'achètent les droits de ton livre? C'est les deux, en fait. Les deux. Voilà, on signe un contrat de cession de droits. Alors, là encore, ça diffère entre aujourd'hui et quand je débutais. Oui, en fonction de ta notoriété. Et oui, bien sûr. Voilà. Donc, par exemple, aujourd'hui, les éditeurs même sont prêts à me faire signer un contrat sur une simple idée que je leur expose, en fait. Et je suis presque payée pour écrire, du coup, parce que ils versent la moitié de la valoir à la signature du contrat. Alors, la valoir, c'est une avance sur les droits. C'est-à-dire que si on n'a pas vendu suffisamment de livres, on ne va pas rembourser cette avance, heureusement, mais on ne recevra pas d'argent les années suivantes, quoi. C'est une avance non amortissable, en fait. Donc, on reçoit la moitié à la signature du contrat et l'autre moitié à la parution du livre. Après, chaque éditeur fait sa sauce, mais en général, c'est ça. Et donc, l'enjeu, c'est à la fois d'obtenir un bon avaloir pour avoir tout de suite une somme. Et puis, en plus, comme ça, si le livre ne se vend pas très, très bien, on a quand même cette somme qui est acquise. Et de négocier le pourcentage. Voilà. Parce que, évidemment, ça compte énormément. Surtout qu'en jeunesse, les livres sont pas très, très chers, bien souvent. Donc, si on a un petit pourcentage, alors moi, ça m'est arrivé, voilà, à mes débuts, on me proposait 4%, 5% sur des livres qui coûtaient 8 €, quoi. Donc, bon, voilà. Et ensuite, donc, on a la reddition de compte une fois par an, en général entre mai et juin, qui porte sur les ventes de l'année précédente. Donc, on a les sous bien après, en fait. Voilà. Les sous ou pas, voilà, si on n'a pas dépassé la valoir, on n'a rien. Voilà. Alors, je pose toutes ces questions parce que c'est pour les auditeurs qui voudraient se lancer et devenir écrivaine. À partir de combien de livres vendus, dirons-nous, si tu peux nous donner un peu une fourchette, on peut espérer en vivre? C'est une question hyper compliquée parce que... Ouais. Ça dépend des personnes. Alors, ça dépend du pourcentage qu'on aura négocié. Là, ça dépend. Mais grosso modo, je dirais, est-ce qu'on est à 100 000? Est-ce qu'on est à 200 000? Tu vois, pour que les auditeurs parce que moi, j'ai aucune idée de combien de livres il faut vendre pour pouvoir en vivre. Je dirais qu'il faut plutôt plusieurs livres pour pouvoir en vivre. Ouais. Un seul livre, alors même s'il fonctionne super bien, on va pouvoir en vivre 1 an, 2 ans, puis pouf, après c'est fini. Ouais. Après, il y a d'autres droits qui vont tomber. Si un livre fonctionne très très bien, il va être traduit, il va être adapté. Voilà, ça c'est important quand même. Donc on aura des droits qui vont tomber, encore pendant 3, 4, 5 ans. C'est tout. Donc, ce qui est important, en fait, si on veut en faire son métier, c'est évidemment de ne pas écrire qu'un seul livre, quoi. Voilà. Et malheureusement, voilà, et ça, les associations de défense des droits des auteurs se battent pour ça. En jeunesse, les droits sont trop faibles pour pouvoir en vivre avec un nombre de livres raisonnable, en fait. Et c'est pour ça que les auteurs jeunesse sont dans une espèce de fuite en avant, de course. Pour pouvoir en vivre, ils sont obligés d'écrire beaucoup de livres, qu'il y ait beaucoup de livres qui soient publiés dans une année, au moins 2, en fait. Je dis au moins parce que, voilà. Moi, maintenant, j'arrive à bien négocier mes droits, ce qui me permet de travailler un petit peu moins, en fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et pourtant, dans le domaine de la création, il faut pouvoir prendre son temps, il faut avoir le temps de mûrir, voilà. Et moi, c'est très précieux pour moi, ça. Et moi, c'est ce que j'explique aux éditeurs. Je dis, écoutez, si vous voulez un bon livre, payez-moi bien. En gros, voilà. C'est quelque chose qui s'apprend vraiment. Ça, c'est très, très, très important si on veut en faire son métier. La négociation, comprendre les contrats. Et ça, c'est quelque chose, quand je me suis lancée, dont j'avais absolument pas conscience. C'était juste écrire, c'est beau la vie, et tout ça. Un peu le cliché de l'écrivain avec sa plume à la bougie. Et en réalité,
une bonne moitié de notre temps est consacré à l'administratif déjà, parce que c'est très compliqué malheureusement. Et puis, il faut se former. En fait, là encore, il y a des formations faites par la Charte des auteurs jeunesse, la SGPL, etc. Pour comprendre les contrats, parce que sinon, on se fait avoir, tout simplement. On est tout seul face à des très grosses entreprises, avec des juristes, voilà, ils sont très, très forts. Ils sont très, très forts dans le baratin aussi, ça s'apprend aussi. Donc, il faut s'imposer en face. Donc ça, j'ai appris à le faire et ça m'a pris du temps. Et est-ce que tu as un agent? Alors, depuis très peu de temps, oui. En fait, pour ce qui est nouveau chez moi, en fait, alors c'est pas totalement une reconversion comme je le disais tout à l'heure, mais j'ai écrit mon premier roman pour adultes en littérature générale. Et comme pour moi c'est un autre domaine, en fait, alors en jeunesse je maîtrise totalement, je maîtrise exactement, je sais ce que valent mes romans, combien je peux les négocier, etc. En littérature générale, j'ai un peu peur parce que je connais moins. Je sais pas trop quelles sont les exigences. Donc je me suis dit, là, c'est le bon moment pour prendre un agent. Et donc, voilà, j'ai pris une agente. Alors, j'en parlerai plus quand le roman sera vraiment sorti. Et ça, c'est prévu pour quand? Ça serait une sortie pour l'année prochaine si tout va bien. J'attends pas confirmation. Je préfère pas en dire plus tant que j'ai pas encore confirmation. Et est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes à des jeunes auteurs de prendre un agent? C'est ambivalent. Alors, parce que donc moi, j'ai fait des études scientifiques et je suis beaucoup dans les chiffres quand même, ça me parle. Je fais des tableaux Excel pour tout et n'importe quoi, pour comprendre. Et actuellement, malheureusement, quand un agent prend 10 à 15% sur nos droits, on s'y retrouve pas. Voilà. En tout cas, moi, à mon niveau, ça ne m'apporte absolument rien puisque je sais négocier. Maintenant, pour un débutant, ça peut quand même être intéressant. Parce que quand on débute, on accepte absolument n'importe quoi parce qu'on veut juste être publié. Ouais. Avoir un agent, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour autre chose aussi, c'est que quand même, l'agent, il a un réseau. Il va connaître tel et tel éditeur. Et quand on connaît personne, ça peut être bien qu'il y ait quelqu'un qui parle de votre livre à Nathan, à Gallimard, à PKG, etc., etc. Donc, pour ça, ça peut être vraiment, vraiment intéressant, en effet. Et alors, quand tu as sorti ton premier livre, quelle a été la réaction de ton entourage? Alors, mon premier livre, c'était dans une toute petite maison d'édition, donc comme je disais, une maison d'édition marseillaise. Donc, c'était plutôt confidentiel. J'en ai vendu 25, hein, voilà. Parce que c'était que à Marseille, c'était que dans les librairies de Marseille. Donc, voilà. Donc, c'était un enthousiasme poli, en quelque sorte. Voilà. Oh, c'est bien ce que tu as fait, c'est bien, voilà. Puis, il faut savoir, c'est de la littérature jeunesse, quand même. C'est très méprisé. Donc, bon, c'était un petit peu par certains, oh, c'est sympa, c'est mignon ce que tu as fait. Alors, on parlait de problématiques sociales, etc. Bon, bref. Voilà, mon mari a été génial, il a toujours été génial, il me soutient beaucoup, ça c'est chouette, donc il était content pour moi. Et puis, bon, ma famille aussi, mais j'ai pas de souvenir de grand élan d'enthousiasme, en fait. Oui, c'est comme tu disais que tu venais d'un milieu défavorisé. J'imagine qu'ils ont dû être super fiers de devoir publier. Oui, je pense. En même temps, c'est particulier parce que je ne passais pas à la télé. Dans ce milieu-là, si on ne passe pas à la télé, c'est peut-être pas... en fait, ce qu'elle a fait, c'est peut-être pas important, quoi. Voilà. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire parce que comme tu es dans des canaux qu'ils ne connaissent pas, en fait, pour eux, ça n'a pas forcément de valeur. C'est ça. Moi, j'ai un peu ressenti ça. Je me suis dit, tiens, ils sont pas plus contents que ça, en fait. Ouais, ils se rendent pas compte. Voilà. Et je pense qu'ils ont été ma mère a été plus contente que je sois professeuse des écoles que quand j'ai sorti mon premier livre. J'ai ressenti plus de joie pour moi. Voilà. Parce qu'elle connaît. Parce qu'elle connaît, ça, tout le monde, ça parle à tout le monde, voilà. Et l'édition de livres, bon, puisque personne n'en parlait dans les médias, elle comprenait pas, en fait. C'est bon, il se passe rien. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, comment tu as eu le déclic pour, j'imagine ça s'est fait petit à petit, hein, pour quitter ton métier de professeur des écoles et pour te consacrer à temps plein à l'écriture? Oui, ça s'est fait très progressivement. Bon, tu l'as compris, je suis quelqu'un de très prudent, voilà. Donc, alors il y a quand même des possibilités dans l'éducation nationale qui sont géniales. Là encore, j'aimerais que ça reste. Il faut défendre ces droits-là.
c'est que je me suis d'abord mise à mi-temps, ce qui était précieux, ça, parce que l'intérêt, c'est de dégager du temps quand même pour écrire. Donc j'ai essayé toutes les sortes de mi-temps. C'est important de le dire ça parce que moi j'ai fini par démissionner de l'Éducation nationale parce que cette possibilité n'existait plus. En fait, parce que c'était devenu de plus en plus difficile d'être à mi-temps. On nous le refusait parce qu'il manque d'enseignants, etc., etc. Ils peuvent nous le refuser en fait. Voilà, c'est ça qui est. C'est pas forcément on le veut, on l'a. Mais à l'époque, c'était encore le cas. Moi, j'ai pu en bénéficier et j'ai pu essayer le mi-temps à la journée, le mi-temps à la semaine, le mi-temps annualisé, c'est-à-dire travailler qu'une moitié d'année. Alors ça, c'était génial, vraiment génial. Donc j'ai pu vraiment m'engager plus dans mon métier d'écrivaine grâce à ces mi-temps. Voilà, c'était très précieux. Et ça a pris de l'ampleur de plus en plus. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est le moment, au moment où je sentais que ça coinçait et qu'il fallait que je prenne encore plus de temps si je voulais évoluer dans le métier d'écrivaine. J'ai tenté la disponibilité. Là aussi, c'est une super possibilité. Et encore une fois, j'ai démissionné parce qu'on me l'a refusé, en fait. Voilà, c'est plus possible d'être en disponibilité. Mais j'en ai profité quand c'était possible. Alors évidemment, on n'est pas payé, hein, ça serait trop beau quand même, faut pas exagérer. Mais on reste dans l'éducation nationale et on revient quand on veut. C'est hyper confortable. Donc je me suis dit, je vais tenter, du coup, je vais voir. Si ça marche pas, au bout d'un an, 2 ans, je retourne dans l'éducation nationale et puis voilà. Ça permet d'essayer, en fait. Donc c'était un moment où il y a une maison d'édition qui s'appelle Talent Haut qui m'avait demandé un gros projet, voilà, un vraiment gros projet et qui me faisait confiance. Je dis bon, c'est le moment, il faut que je saisisse cette opportunité. C'était tellement de travail qu'être enseignante à côté, je dis ça sera pas possible. Donc allez. C'est important là aussi de dire que j'ai pu le faire parce qu'à l'époque, mon mari gagnait suffisamment d'argent pour me permettre de le faire. Être deux, c'est quand même vraiment plus facile. Je le vois parce que moi j'ai des copines seules avec enfants qui peuvent malheureusement pas se permettre ce genre de choses. C'est triste en fait. Et donc voilà, j'avais cette chance-là. Mais c'est bien que tu le dises justement parce que tu disais que tu étais féministe. Oui. Et en même temps, c'est bien de dire ça parce que je trouve qu'en ce moment, il y a un peu ce côté, on est féministe, donc du coup, on doit gagner son propre argent et on ne doit pas prendre l'argent de son conjoint, de son mari. Et je trouve que c'est nul comme idée parce que pour moi, je vois vraiment le couple comme une équipe, on est une famille et justement, on s'aide mutuellement à grandir et ça peut être le tour de l'un, après le tour de l'autre. Et je trouve qu'il y a un côté du féministe où très individualiste en fait. Et pour moi, on ne peut pas réussir si on est seul. Il faudrait que les personnes seules puissent réussir. En fait, il est là le problème parce qu'on n'a pas forcément la chance d'avoir quelqu'un qui nous épaule. Voilà. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir un compagnon qui m'épaule. Et comme tu le dis, ça a changé au fil de la vie. Il y a eu des périodes où il avait pas de travail et c'était moi qui assurais. Voilà. Ça, quand on a quelqu'un comme ça à ses côtés, c'est absolument génial. Maintenant, je me bats auprès des maisons d'édition, etc., pour gagner suffisamment d'argent. Si jamais je me retrouvais seule, ça marcherait encore en fait. En fait, ce qui est important, c'est de pas rester lié. On sait jamais si je m'entends plus avec mon mari. C'est ça, il peut arriver tellement de choses dans la vie. Il est important en tant que femme de gagner suffisamment d'argent pour soi-même en fait. Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose dont les éditeurs profitent énormément. Hein. Ils nous disent mais c'est un à côté, voilà. Il faut faire très attention à ça en fait. Voilà. Au niveau dans le discours avec les éditeurs, il faut surtout pas que je dise mon mari gagne suffisamment d'argent pour nous faire vivre. Surtout pas. Non, j'ai besoin de cet argent pour moi. C'est ça que je leur dis. Voilà. Et il faut le faire. Et moi, je le fais encore une fois pour toutes mes amies qui se retrouvent seules parce qu'elles l'ont pas choisi. Hein, voilà. Et souvent avec des enfants et qui galèrent quoi. Voilà. Et bon, moi, donc, j'ai eu cette chance-là, je l'ai saisie en me mettant en disponibilité. T'as mis combien de temps à peu près à en vivre toute seule? Alors, combien de temps j'ai mis? Je crois que j'ai mis 10 ans. J'ai mis 10 ans. Ah ouais, c'est long. Hein. Encore une fois, je répète, j'avais pas de réseau. Hein. Voilà. Et puis après, j'imagine que tu rattrapes. C'est ça. Plus on a de succès, les éditeurs, mieux les éditeurs vont nous payer, quoi. Donc, moi, j'ai un poids dans la négociation que n'ont pas d'autres, en fait. Voilà. Ça, c'est sûr.
Et en même temps, on est toujours sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que je suis consciente que ça peut dégringoler d'un jour à l'autre, en fait. Hein, voilà, enfin pas d'un jour à l'autre, mais d'une année à l'autre. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir des gros succès, donc je pense à U4 hein, surtout qui a été vraiment un très 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 gros succès dont je bénéficie encore là. Mais bon, il peut arriver un jour où mes livres ne se vendent plus du tout, qu'on me fasse les libraires ne me fassent plus confiance. Voilà, moi je me dis c'est pas exclu qu'un jour je doive me reconvertir à nouveau. Voilà. Et c'est pour cette raison que j'essaie de me. Alors là, c'est pas une reconversion, mais c'est une diversification en fait et d'essayer de publier en littérature générale. Voilà, j'aime aussi faire un scénario de BD. Enfin, cette diversification me protège si jamais il y a un domaine qui marche un peu moins. Voilà, et ça donne une souplesse très grande. Et comment tu as fait pour faire face justement à ta peur de manquer d'argent? Parce que j'imagine qu'il y a énormément d'auditeurs, c'est leur frein pour se reconvertir. Ouais. Toi, donc t'en as parlé tout de suite que c'était un de tes blocages. Alors, comment tu as fait justement pour faire face à ça? Ça a été dur, hein. Franchement. Oui, c'est le lâcher prise. Ah ouais. Ben, le plus dur, c'est quand j'ai démissionné, en fait, de l'éducation nationale. Donc, j'ai démissionné en 2016. Donc, encore une fois, c'est avec beaucoup de prudence, j'ai démissionné parce qu'il y a eu le succès du 4. Donc, c'était quand même, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, c'est bon, je peux, quoi. Voilà. En sachant, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, que ça peut ne pas durer aussi. C'était un moment. Mais je me suis dit, ben voilà, là, je démissionne vraiment, quoi. Mais j'ai eu des nuits d'insomnie, en fait. Hein. Je tremblais. À certains moments, je me réveillais en tremblant. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est fou, quoi. Parce que quand on est fonctionnaire, la grande qualité de ce statut, c'est la stabilité de l'emploi quand même. Voilà. Et je perdais ça, je renonçais à ça. Et ouais, c'est un lâcher prise énorme. Donc ouais, j'ai eu vraiment des moments très très difficiles où je me disais que j'étais folle en fait de faire ça, mais vraiment quoi. Et je me rassure aujourd'hui. En essayant de comprendre bien ce statut d'artiste-auteur très très compliqué, moi je le décortique, j'essaie et je me bats. Tu rationalises un peu. Oui, et je me bats pour qu'il s'améliore aussi, parce que c'est quand même dommage que des artistes-auteurs comme ça, très très talentueux, souvent n'arrivent pas à en vivre en fait, c'est pas normal. Mais c'est vrai que j'avais eu la conversation avec un précédent invité et je disais, on ne sait pas si on est fou ou courageux en fait. De faire ce grand saut. Ouais. Il y a un peu ce côté, on ne sait pas si oui c'est une décision extraordinaire ou si c'est n'importe quoi. C'est ça. Bah, c'est du courage hein, quand même, je pense forcément. Et puis en même temps, on sait très bien que si on le fait pas, on le regrettera toute sa vie quelque part. Parce que j'ai démissionné à ce moment précis où, comme je te le disais, on refusait aux enseignants la disponibilité, le temps, tout ça. Donc, si je reprenais l'éducation nationale, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire un plein temps forcément, et j'aurais plus le temps d'écrire. C'était faire une croix sur quelque chose, alors que j'étais en pleine ascension, quoi. Donc, je savais que j'aurais regretté ça toute ma vie, en fait, de reprendre. Voilà, c'était pas possible. Et je ne regrette pas encore, ça va. Et alors, est-ce que tu n'as pas eu peur de perdre un peu ta source d'inspiration? Parce que j'imagine que tu t'inspirais de ce que tu voyais en classe. Et finalement, en devenant écrivaine à temps plein, tu perdais un peu tout ce quotidien? Non, parce que ce qui est super, c'est que ce qui fait partie du métier d'écrivaine jeunesse, on est invité dans les classes. Et c'est une grosse partie de notre métier. Donc moi, je suis très très souvent dans des classes de primaire, de collège, etc. Et j'ai que le meilleur. C'est génial en fait. Voilà, j'ai pas cette pression de devoir leur apprendre à lire, etc. Ouais. Et je reste en contact en fait. Autant... C'est la cerise sur le gâteau un peu. Ouais, c'est génial ça. Donc autant avec les gamins, donc mon public, qu'avec les prescripteurs. Ce qu'on appelle prescripteurs, c'est les enseignants, les bibliothécaires, etc. Donc je reste en prise avec tout ça, ce qui me paraît très très important, oui. Et alors, comment ça s'est passé quand tu t'es retrouvée écrivaine à ton bureau à écrire? Ah bah là, on trouve ça absolument fabuleux, cette fenêtre de temps ouverte. Voilà, donc ça, mais pendant 1 an, j'étais euphorique en fait. Voilà. Et, alors, l'euphorie la plus grande, c'est quand arrive la rentrée des classes. Les copines qui stressent, et toi, c'est comme ça. Ah, bah, ça, c'est le bonheur à l'état pur quand même. C'était quand même vraiment chouette, quoi. Voilà. Et donc, oui, j'ai pu enfin m'embarquer dans des projets un peu plus ambitieux.
et avec une tranquillité quand même grande, puisque, comme je disais, ça venait juste après un succès. Donc voilà. Donc c'est encore un émerveillement, encore aujourd'hui, hein, de me dire, je me lève le matin, j'ai pas à être à 8 heures à l'école. Voilà, en plus, dans ce métier-là, on n'a pas beaucoup de temps pour soi dans la journée. Ça va quand même à toute allure. Il y a des journées, j'avais même pas le temps de boire un café quand même. On n'a même pas le temps d'aller faire pipi parfois. Et en plus, voilà, moi j'ai enseigné dans des écoles très très difficiles, souvent des très grosses écoles avec des récréations échelonnées. Donc j'étais tout le temps de service de récré. Faut se rendre compte de ce que c'est quand même. On n'a même pas une pause dans la matinée ou dans l'après-midi. Donc quand soudain arrive ce moment où c'est bon, quoi, je peux prendre le temps de boire mon café tranquille, voilà, c'est juste un luxe fabuleux. Et alors, quel conseil tu aurais à donner à des jeunes auteurs? Alors moi, le conseil que je donne souvent, c'est la prudence. Comme moi je l'ai fait, je leur dis, souvent c'est des lycéens qui me demandent ça ou des collégiens, hein, j'aimerais devenir écrivain, je leur dis, mais apprends un autre métier quand même, voilà, avant de te lancer, c'est une sécurité. Voilà. Donc c'est bien d'avoir, je le dis à mon fils même, parce que je sens qu'il a une âme d'artiste, voilà, je le pousse, hein, je le pousse à avoir son bac, voilà, il est en plein dedans là, je le pousse à aller à la fac après, d'avoir au moins une licence, c'est encore mieux un master. Et je lui dis, ta passion, tu la feras en parallèle. J'espère que tu auras assez de temps pour ça. C'est tout. La question, c'est le temps en fait. Hein. Vraiment, c'est ça. Et si ça marche, tu te lanceras. En fait, moi, je donne mon exemple vraiment parce que j'ai fait les choses vraiment petit à petit. J'ai jamais lâché complètement en fait. Si je me lâchais d'un côté, c'est parce que je savais que de l'autre côté, il y avait une prise en fait. C'est dur quand même ces métiers-là, ces métiers dans la culture, etc. Ouais, soyez prudents quoi. Mais lancez-vous quand même, parce que c'est tellement beau. Si ça marche, c'est chouette, quoi. Après aussi, il faut pouvoir faire les deux en même temps, parce que moi, je vois, j'étais avocate et j'étais dans la création de contenu sur les réseaux sociaux, et en fait, j'ai pas pu faire très longtemps les deux en même temps, parce qu'il y a aussi des métiers qui sont tellement prenants. C'est vrai que c'est bien de développer les deux, mais parfois on peut pas vraiment. Eh oui, non mais c'est sûr. Ouais. Il y a aussi des gens qui se sont lancés, qui ont fait des études de lettres et qui tout de suite se sont lancés dans l'écriture de romans, qui n'ont pas appris un autre métier et qui se rendent compte qu'en fait leurs romans se vendent pas, mais de quoi ils vivent du coup. Donc ça faut quand même être conscient de ça aussi. Alors que si on a au moins une autre corde à son arc, ben voilà, parce que quand même l'enjeu c'est de pouvoir se payer son loyer et manger, quoi. Malheureusement, on est là, quoi. Non, mais c'est marrant parce que moi justement, bon après t'as peut-être plus de recul aussi, mais moi, je n'ai pas encore d'enfants et je me dis justement que j'aimerais pouvoir leur donner le luxe de vivre de leur passion. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je trouve que quand on est passionné par quelque chose et qu'on veut absolument en vivre, c'est dur de faire autre chose parce que vraiment tout notre être est attiré par ça. Et donc, je sais pas, moi, j'ai envie justement de pouvoir leur conseiller de se consacrer à leur passion. Donc, c'est marrant que toi, justement, t'aies ce recul de dire, bah, je vais quand même lui conseiller de faire quelque chose de stable. Ah mais oui, mais je pense que ça vient de mes origines sociales, ça me paraît évident. Parce que moi je savais que si j'avais pas d'argent, j'avais pas de famille à côté, allait m'aider. J'étais seule en fait. Donc ça sera pas le cas de mon fils parce que moi je serai là pour l'aider. Néanmoins on sait pas ce qui peut arriver et moi je lui enseigne la prudence, c'est vrai. Ouais. Et de toute façon, c'est une génération qui est encore plus prudente que nous. Hein. Ça, faut aussi voir, parce que si je lui disais, d'ailleurs, je lui dis des fois, je dis, bah alors essaye de faire telle école d'art, etc. Très bien. Oh, non, voilà. Je pense qu'ils sont encore plus. On leur parle de crise tout le temps, les pauvres. Donc, je crois qu'ils sont encore plus prudents que nous, vraiment. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton dernier livre, Énigme Edna? Ah oui, merci. Avec plaisir. Comme ça, tu nous racontes un peu, voilà, super. Oui, justement, c'est intéressant d'en parler dans ce cadre-là, parce que là, il y a dans ce livre-là toutes les problématiques dont je viens de parler quasiment. Donc, je l'ai fait sous forme de thriller. Je me suis beaucoup inspirée du Carrie de Stephen King, que j'ai adoré.
Stephen King aussi, il parle très souvent de ça, des problématiques sociales, des tensions entre les classes sociales, etc. Et j'aime bien ça. Et voilà, et là, c'est une jeune fille qui vient d'un milieu social défavorisé, comme c'est étrange, et qui subit plein de trucs pas cool, la pauvre, et pour cela, qui est brimée au lycée, en fait. Voilà, ça parle de harcèlement. Et ça parle de harcèlement, mais pas seulement, ça parle de pouvoir, en fait, de ces gens qui ont le pouvoir et qui veulent le garder, hein, parce qu'il y a un personnage dont le père est conseiller régional, voilà, et ça pèse énormément dans l'histoire. Et ça parle d'un système qui broie les plus faibles, en fait. Voilà. Et mon Edna, elle se révolte contre ça pour plein de raisons différentes. Et ça explose à la fin. Alors, c'est un peu jouissif pour ceux qui ont la problématique, je pense. Mais pour une fois, j'ai voulu faire une jeune fille qui se venge parce qu'on nous dit tout le temps oh mais faut rester douce, faut essayer de comprendre. Et en jeunesse particulièrement, on nous dit bon c'est bien de parler d'histoire d'émancipation, mais mollo quand même. Hein, voilà. Et là, c'est violent en fait. Et j'ai voulu parler de la colère quand même. Voilà. Donc je le cautionne pas évidemment. Ça reste moral comme histoire. Mais c'est important j'ai voulu parler de la colère que ça peut générer toutes ces discriminations là. Oui, on voit sur la couverture, c'est très rouge. Ouais. Voilà, il y a une grosse flamme parce qu'il y a un gros incendie à la fin. Et ça se passe dans une ville qui ressemble à la mienne un petit peu. Et alors toi, tu as encore de la colère par rapport à tout ça? Mais de plus en plus, en fait. C'est quelque chose qui grandit. C'est bizarre, hein, parce qu'on pourrait se dire avec l'âge, on devient sage, etc. C'est le contraire qui se passe. J'avais pas de colère jeune adulte parce que j'analysais pas, j'avais pas les outils d'analyse. Et tu penses que tu subissais plus, tu étais plus dans la passivité que maintenant tu es peut-être un peu plus acteur? J'étais pas dans la passivité parce que, comme je l'ai dit, j'avais cet instinct de survie qui me faisait agir, en fait. Mais j'étais pas dans la colère. Je me dis, oh, tant mieux finalement, peut-être, hein, parce que j'étais pas dans l'aigreur non plus. Mais d'un côté, je me disais à chaque fois que je vivais un échec que c'était entièrement ma faute. Donc, ça peut être bien parce que ça permet de se dire, bon, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais d'un autre côté, c'est un peu dur à vivre quand même. Voilà. Et je sais maintenant que c'était pas entièrement ma faute. Et que c'était un système, etc., etc. Et donc, je suis en colère par rapport à cette jeune fille que j'étais, en fait, et de ce qu'on lui a fait subir. Voilà. Et j'ai une fille aussi. Et j'ai pas envie qu'elle subisse les mêmes choses. Et je suis en colère parce que aujourd'hui, avec MeToo, etc., on voit des réactions qui me mettent hors de moi encore. Voilà, de ma féministe, etc. Je dis, mais on en est encore là, quoi. Voilà, donc ça, c'est... ouais, non, c'est une colère qui grandit. Donc, heureusement que j'ai l'écriture pour évacuer tout ça. Oui, parce que tu nous disais que tu étais devenue féministe. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment... Est-ce que tu as eu un déclic Ouais. Comment ça se manifeste? Alors, ça s'est manifesté, ça, pendant mon métier d'enseignante. J'étais dans une école dans le Panier à Marseille, donc... Et j'étais, sans le savoir, je suis tombée dans un nid de féministes et de militantes féministes. J'ai appris après que les hommes entre eux se disaient non, faut pas aller là, c'est horrible. Et donc je me suis pris pas mal de claques en fait parce que c'est pas évident d'être dans un milieu comme ça parce que moi j'étais pétrie de sexisme en fait, hein, j'ai été élevée comme ça et donc dès que je disais quelque chose genre oh là là cette petite peste là, mais pourquoi tu l'appelles peste et les garçons tu vas les appeler comment, voilà, c'était une remise en cause permanente. Donc je me suis pris pas mal de claques hein, dans les réunions qu'on faisait pédagogiques, etc. Mais j'ai progressé très très vite parce que je savais que l'enjeu c'était pas moi, c'était les élèves en face de moi et que mon comportement, j'ai compris très vite que mon comportement pouvait avoir des conséquences sur ces élèves-là. Ouais. Et c'est cette responsabilité-là qui m'a fait progresser très très vite dans le féminisme, par égard envers surtout les petites filles que j'avais en face de moi, mais aussi les petits garçons. Et ça c'est quelque chose qui est né dans cette école-là, très très militante. Donc je suis très très reconnaissante envers toutes ces enseignantes voilà, qui étaient géniales en fait, voilà, militantes à plein de niveaux, mais on n'imagine pas certaines enseignantes ce qu'elles donnent pour les gamins, quoi. C'est comme ça que quand on tape sur les enseignants, je me dis mais vous vous rendez pas compte, quoi. Il y a des personnes formidables
qui donnent des heures et des heures et des heures pour ça, quoi. Voilà, c'était le cas de ces femmes-là. Et donc cette responsabilité, elle m'a pas quittée et elle est très très présente évidemment dans mon activité maintenant d'autrice jeunesse. Et c'est pour ça que c'est une continuité vraiment ce que j'ai vécu, cette reconversion là. En fait, elle s'inscrit vraiment dans une continuité. Ce que je mets dans mes livres aujourd'hui, c'est des choses que très très souvent j'ai apprises dans mon métier d'enseignante. Et qu'est-ce qui te mobilise le plus aujourd'hui dans ton combat féministe? C'est le système. J'ai pas envie de dire c'est ceci ou cela, parce qu'à chaque fois, on va me répondre « Ah, mais il y a plus grave ». Et oui, parce que pendant longtemps, j'ai défendu, par exemple, le terme autrice, le terme écrivaine. Donc évidemment, comme je suis écrivaine, la langue m'importe beaucoup, les mots m'importent beaucoup. Mais quand j'essaie de défendre ça sur les réseaux, on me dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est un détail, il y a plus important, il y a ceci, il y a cela. » Pourtant, c'est un ensemble, il faut défendre tout à la fois. Moi, je pense que cette invisibilisation des femmes dans la langue, elle mène au féminicide, en fait. Mais en droite ligne, en fait. Parce que c'est un mépris de l'existence des femmes, en fait. Voilà. Pour moi, ça a un lien très fort. Mais ça, pour le faire comprendre, c'est très, très compliqué. Beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre ou ne le comprennent pas. Donc, je préfère dire que moi, je défends toutes les causes féministes et que j'ai envie que ce soit le système entier qui s'interroge là-dessus. Moi, j'aimerais que ce soit les politiques. C'est lamentable hein, actuellement au niveau politique. Hein, voilà, il y a pas beaucoup de choses qui sont faites qui va avec, quoi. Donc, voilà. Moi, c'est un système. Après, moi, franchement, je suis féministe aussi, parce que justement, dans mon podcast, j'ai à cœur d'interviewer des trajectoires de femmes très différentes, de milieux différents. Mais je trouve que quand même, ce qui me dérange avec le féministe actuel, c'est que c'est quand même souvent beaucoup de colère, de rage. Et j'aimerais qu'on arrive à quelque chose de plus sain, en fait, plus apaisé, de se dire qu'on peut combattre de manière plus constructive, moins dans le côté un peu guerre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends très bien. Et le souci, c'est que c'est ce qu'on entend le plus, parce que c'est ce qui s'entend le plus, la colère et la rage. Voilà, exactement, ouais. Et c'est l'image qu'on a, je pense, du féminisme, alors qu'il y a d'autres formes, mais dont on n'entend pas parler sûrement. Ouais. Le souci, c'est qu'on n'en entend pas parler. Il est bien là le souci. C'est que quand on essaie de dire les choses calmement, qu'on reste douce, comme on nous le dit, c'est une injonction sociale, ça, que les femmes restent douces, polies, souriantes, etc. Mais c'est complètement passé à la trappe, du coup, le discours. On l'entend pas du tout. Donc le problème, c'est pas la rage et la colère. Le problème, c'est qu'on n'entend pas ce qui n'est pas la rage et la colère. C'est qu'on ne l'entend pas et qu'on ne l'écoute pas. Donc le problème est là. Mais il y a des tentatives. Moi, hier, je suis allée à l'avant-première d'un film fabuleux qui s'appelle Rose, d'Aurélie Saada, qui est très doux. C'est l'histoire d'une femme qui renaît à la vie après que son mari soit mort. C'est beau, c'est positif, etc. J'aimerais que ce film, on en parle, on en reparle, et qu'on dise, voilà, ça peut être ça le féminisme, c'est ça aussi le féminisme. Mais on va voir, voilà. Est-ce qu'on va en parler de ce film? Bah déjà, tu en parles. Déjà, j'en parle. On veut mettre en avant le féminisme qui n'est pas de la colère. Et ben, il va falloir que ce film-là, il soit porté par les médias et qu'il ait des prix, etc., etc. On verra bien ce qui va se passer. Alors, rien à voir, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets? Donc, tu parlais d'une sorte de reconversion avec tes livres pour adultes. Ouais, c'est ça. C'est pas une reconversion puisque ça reste écrivaine, mais pour moi c'est une vraie étape dans ma carrière en fait, parce que ben voilà, ça fait plus de 10 ans que j'écris et que je publie en littérature jeunesse, et ça me paraît une nouvelle aventure pour moi. C'est quand même de l'ordre de la reconversion parce que écrire un roman, ça prend du temps. Donc, quand on passe 6 mois sur un roman pour la littérature générale, ça veut dire qu'on va pas le passer pour la littérature jeunesse. Donc, c'est un peu du même ordre, hein, finalement. On laisse de côté quelque chose pour essayer de faire autre chose. C'est du même ordre aussi parce que je sais pas si ça va marcher aussi bien. Donc, c'est une prise de risque. Parce que si j'en vends que 300, et ben ça va se répercuter évidemment sur mes finances, hein, voilà, pour des choses très très concrètement.
Donc on verra ce qui va se passer. Et puis, il y a un côté aussi, comme tu disais, que la littérature jeunesse c'était un peu considéré comme quelque chose d'enfantin, un peu futile. Et là, passer à la littérature adulte, c'est aussi quelque chose. Ah oui, ça c'est un aspect hyper important. Parce que, alors, c'est vrai qu'on est méprisé, etc., mais du coup, on est protégé en littérature jeunesse. Par exemple, moi, j'ai écrit un pamphlet, je l'appelle comme ça, c'est un pamphlet qui s'appelle Renversante, qui parle de l'égalité homme-femme. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais me prendre sur les réseaux? Parce qu'on le sait très bien, les féministes, elles sont bullshitées en permanence, quoi. Mais il n'y a rien eu. Les gens, ils lisent pas la littérature jeunesse, ça les intéresse pas, ils pensent que ça aura aucun impact, alors qu'en fait, ça a un très 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 fort impact. Du coup, j'ai été très très protégée et j'ai rien eu. J'ai eu aucune réaction négative, que des réactions positives, donc c'était génial. Or là, parce que bon, ça parle encore de féminisme, hein, ce roman en littérature générale, je me dis, est-ce que je vais pas être plus exposée? C'est une prise de risque aussi dans ce sens-là. Mais en même temps, je prends aussi le risque, entre guillemets, d'être mieux reconnue. Donc, ça a double tranchant, si je peux dire, et on verra bien. Et d'avoir un message qui est entendu par un plus grand nombre. Exactement. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Alors, une reconversion réussie, c'est quand on arrive à en vivre. Bien, l'aspect très pragmatique des choses. Parce que bon, généralement, quand on fait une reconversion, c'est qu'on se lance dans quelque chose qui nous plaît énormément. Donc, la réussite est déjà là dans le fait qu'on fait ce qui nous plaît le plus. Mais il faut que ça puisse se durer, en fait, que ça marche sur le long terme. Et là, malheureusement, on se retrouve pris dans les injonctions capitalistes. Et il faut bien pouvoir en vivre, quoi. Donc, une reconversion réussie, c'est ça. C'est quand ça marche, en fait, aussi financièrement, malheureusement. On retourne sur ce qu'on a dit, ce qu'on s'est dit pendant l'épisode. Un grand merci Florence. Je mettrai le lien de ton site internet, de ton compte Instagram et de tes livres pour que les auditeurs puissent te découvrir. Vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup Claire-Vie. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire-Vie Rose ou par mail à l'adresse clairvirose@gmail.com.